Merci d'applaudir Antonella Tufano. Donc Antonella qui est architecte, urbaniste, architecte, professeure de l'université, directrice de l'UFR, italienne avant tout. Le premier milieu, c'est l'Italie. Et directrice de l'UFR à l'École des Arts de la Sorbonne. Oui, à Paris, à Panthéon-Sorbonne. Et Antonella va nous parler de la fameuse question du milieu. Oui, alors merci beaucoup pour cet accueil impressionnant. Effectivement, merci à Valais-Sens et puis aussi la ville de nous accueillir. Un remerciement en particulier effectivement aux organisatrices, donc Régine Charvet-Pello, je prononce correctement, j'ai eu un doute quand même. Et normalement, je devrais remercier Jacqueline Fèvre aussi, mais non, Jacqueline, je ne te remercie pas de m'avoir placée après la vidéo de Morin. Donc voilà, et comme on se connaît depuis longtemps, voilà. Donc je ferai une présentation qui ne sera certainement pas aussi brillante et elle ne sera pas très mobile parce que je vais lire mon texte. Et je compte sur notre modérateur que je remercie également pour me faire signe si à un moment donné je dépasse vraiment trop. Donc, aucun souci. Voilà, on est en avance en plus. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai dit ça me permet d'être plus à l'aise. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et puis là, la petite vidéo, elle était d'une extrême concision et clarté que je n'aurai pas. Donc, je vais essayer d'aborder ce sujet par celui qui est mon sujet de travail depuis des décennies, qui est effectivement la question du milieu. Donc, les designers, je vais lire, voilà, mais vous pouvez m'interrompre si vous voulez, si les mots ne sont pas bien prononcés, voilà, je suis là pour vous en fait. Les designers connaissent mieux que quiconque le dialogue nécessaire entre la complexité et la simplicité. Ils maîtrisent les subtilités du langage formel ou visuel qui a été mis au point par plusieurs siècles et au moins deux, d'une manière extrêmement théorisée, d'expérimentation de projets. La question de l'éducation et de l'interdisciplinarité à laquelle Morin fait référence est, pour être tout à fait sincère, un état des faits dans les écoles de design. Donc, mon intention n'est pas d'expliquer pourquoi ou comment aller vers ce travail, mais plutôt de quelle manière la pensée du milieu a contribué à une transformation, voire une métamorphose du design depuis au moins 2 décennies, les choses se cristallisant aujourd'hui. Effectivement, ce terme milieu est particulièrement intéressant car même s'il existe, je ne veux pas faire l'histoire du milieu, mais juste souligner un paradoxe qui est que le terme environnement est un terme de l'ancien français qui avait été délaissé, totalement disparu, qui réapparaît en France avec force au XXe siècle, au milieu du XXe siècle d'ailleurs, et que le mot milieu, justement, apparaît à peu près, enfin, il a toujours été utilisé justement pour dire environnement. D'ailleurs, je vous laisse lire, je ne veux pas lire la définition des géographes. Les géographes, pendant longtemps, ont utilisé un tout petit peu les deux avec des caractères extrêmement factuels et descriptifs. Et donc, ce terme surgit, j'ai envie de dire, le milieu, plutôt à la fin des années 90 ou dans les années 90 et même avant. Enfin, il surgit avec quelqu'un dont je cite le nom qui est Augustin Berg, qui quelque part sert vraiment un tout petit peu comme navette entre la géographie, la philosophie, la conception, parce qu'il travaillait avec les paysagistes, donc c'est vraiment la navette. Mais le terme, il est profondément requestionné, donc dans les 1000 plateaux, je mets là une des citations, c'est-à-dire c'est la philosophie
qui vient donner à ce terme, qui avait été totalement approprié par les disciplines géographiques, quelque chose de plus. Le milieu, pour Deleuze, n'est certainement pas un centre défini par son égale distance à des limites, donc la définition basique, et à des extrémités. Et là, je rentre dans la citation qui n'est pas celle d'Émile Plateau. Moi, j'en ai utilisé une qui vient de son dialogue avec Claire Parnet. Comme il y a les étudiants, j'en profite pour dire au fur et à mesure d'où je prends les citations. Donc, le milieu n'a rien à voir avec une moyenne. Ce n'est pas un centrisme ni une modération. Il s'agit au contraire d'une vitesse absolue. Le milieu, c'est là où ça pousse, là où la vie prend, et c'est un plateau dont les confins restent flous. Et c'est le mot vie qui m'intéresse parce que c'est ça qui va parcourir le terme sans tomber dans le vitalisme. Je vais y revenir plus loin. Donc, avant de dire où sommes-nous, où en sommes-nous? Parce qu'avant de répondre à la question du milieu, il est nécessaire de se dire que cette relation nous intéresse puisque nous, je me mets dedans, même si ça fait longtemps que moi je n'ai pas fait d'une manière directe, puisque nous faisons des projets, nous imaginons, nous fabriquons, nous construisons et nous habitons dans une relation vitale. Ces actes sont liés et il pourrait paraître paradoxal de les séparer. C'est pourtant ce que la culture occidentale a opéré. Il s'agit donc de récupérer par le milieu cette capacité à embrasser d'un seul tenant pour accomplir tout ça ensemble, avec effectivement un geste complexe. C'est ainsi qu'un paradoxe émerge. Plus les formes sont simples, plus le travail de projet a été complexe. En cela, dire que le design est simple est à l'opposé du terme simplification, entendu effectivement d'une manière un peu administrative et technocratique. Le simple, d'où les images, n'est pas non plus, enfin, pas simplement, le projet qui a subi un processus de rationalisation, le less is more, qui est pourtant un travail formidable, et je le dis sans aucune ironie, j'apprécie vraiment beaucoup, je trouve que c'est fondamental et c'était lié à un contexte épocal. Donc, le simple, ce n'est pas un travail, je vais me canaliser parce que sinon, voilà. Donc, le simple n'est pas non plus donc, un processus de rationalisation, un travail pourtant formidable, qui tente de recréer une forme artificielle, un artifice humain, une sorte d'hypertrophie de l'intelligence spécifique de l'homo faber. J'ajoute femina faber, car même dans la modernité, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été des très bonnes conceptrices. Dans cette lignée, on a vu l'opposé de ce processus émerger et on peut dire que finalement, moderne et postmoderne relèvent tous les deux du même processus. L'immense Morin, d'ailleurs, trouve dans ses premiers défenseurs les concepteurs justement dans les années 90. Donc pour moi c'était intéressant de voir mais pourquoi à ce moment-là? Sans doute parce que c'est le moment où, bien au-delà des années 70 marquées par la crise climatique sur laquelle je vais revenir peut-être tout à l'heure, c'est vrai qu'on a posé quelques termes, j'en pose 3 très rapidement. 1. Réhabiliter l'individu face aux standards, sans tomber dans le paradoxe de la forme inutile, donc voilà. Redonner une capacité d'action à l'individu dans un contexte d'interaction, et puis entendre, sentir, percevoir tout ce qui nous entoure et qu'on peut appeler, si vous voulez, l'environnement. Et sur ce dernier terme, encore une petite précision, je n'ai pas dit regarder, mais entendre, sentir, percevoir. C'est particulièrement important pour moi, je le redis, car effectivement, on a été quand même soumis à une sorte de diktat du regard
et de la forme, et même si cela est fondamental, hein, les designers produisent des formes, mais peut-être mon propos c'est qu'aujourd'hui on est passé dans une étape où, avec le milieu, on repense cette formalisation. Il ne s'agit donc pas d'un retour au naturel, mais d'un tournant inédit qui complexifie la linéarité du design pour aboutir au simple. Alors, pourquoi je dis inédit? Alors, peut-être une petite chose, là, comme j'ai le temps, je le dis. Effectivement, quand je disais les simplifications, on peut faire du simple pour faire un geste formel, comme les artistes Donald Judd, ou on peut bien, quelque part, s'opposer pour des termes conceptuels. Si vous voulez, je reviens sur les images après. Donc, pourquoi inédit? Et je vais bien mettre, même je vais faire une chose, je vais mettre d'abord celle-là, William Morris, et puis celle-là, qui est celle qui m'intéresse. Donc, pourquoi inédit? Car en effet, cette double inspiration par rapport à la nature et au geste de la fabrication machinique, voilà, c'est le problème, remonte au XIXe siècle. C'est vrai que tout le monde cite Morris et son opposition quelque part à la machine. On cite un tout petit peu moins Owen Jones, pardon, qui est moins cité, mais il est à mon sens plus intéressant car il pose la question de la géométrie. C'est-à-dire qu'en dépit de l'apparence aujourd'hui du retour simplement de Morris comme contre, il faut souligner que ce double choix existe dans le design au moins depuis 1850. Alors, juste une petite chose, effectivement, comme Jacqueline a parlé du 18e, de l'imprimerie, même de l'archéologie, enfin voilà, avec les outils, c'est clair. Par contre, la formalisation, là je parle vraiment d'un point de vue, on va dire, recherche du terme, c'est à partir plutôt de la moitié du 19e siècle, hein, et même avec un acte formel qui est la grande exposition de 1851, parce que c'est très important, cette notion de visibilisation du produit qui lui donne vraiment une assise dans une première époque, hein, un âge premier du design, qui est celui du commerce et de la production industrielle. Pardon, j'ai fait, voilà, je reviens, voilà. Donc, effectivement, chez les modernes et les altermodernes, au rang desquels on peut classer ceux qui mettent en avant des pratiques spontanées et vernaculaires, la technique est plutôt celle des traditions manuelles. Et à cet égard, ce dialogue fondateur du design qui s'est joué autour de 1850 en Angleterre entre Morris d'un côté et Henry Cole de l'autre, dont Owen Jones c'était vraiment la main, j'ai envie de dire, comme lui c'était plutôt un politicien, voilà. Donc, et ça se joue sur cette capacité de faire avec la machine et avec la culture stratifiée. Je lis une partie de la grammaire de l'ornement de Owen Jones, pardon, voilà. Donc, finalement, je me suis efforcée de prouver que pour assurer le mieux les formes futures de l'art ornemental, il fallait greffer sur l'expérience du passé les connaissances que nous pouvons obtenir en demandant à la nature de nouvelles inspirations. Ça serait méconnaître tout d'un coup l'expérience de milliers d'années et renoncer à l'amas des trésors de connaissances qu'ils nous ont laissés. Nous devons au contraire considérer notre héritage, mais, le mais est très important, sans le suivre aveuglément, il faut l'employer comme guide pour découvrir une voie de conception. Pourquoi ça m'intéresse? Je souligne les termes, parce qu'en effet, ce n'est pas simplement effectivement celui qu'on peut dire une copie de la nature, mais c'est plutôt comment la structure de la nature guide pour découvrir, c'est-à-dire pour être dans un processus quelque part de quelque chose d'inédit.
De la révolution industrielle donc jusqu'à l'époque contemporaine se croisent à la fois des innovations techniques qui sont diachroniques, sont liées au progrès technologique et technique, mais aussi des approches problématiques qui traversent les courants de pensée du design de manière contradictoire et qui sont toujours présentes. Et cette opposition entre l'industrie et l'artisanat fait partie de ces contradictions qui sont fondatrices dans le design. Le design s'appuie sur elles, non pas pour s'arrêter, mais bien pour se réinventer et trouver sa juste échelle. Et je n'ai pas mis d'exemple, mais par exemple, on le voit effectivement à la fois dans les très beaux exemples qu'on va voir, même ce matin, tout à l'heure, et puis des formes de résistance. Alors, comme je ne voulais pas citer les Italiens, je pense par exemple aux objets longs de Charpin, qui ont été vraiment quelque chose qui, quelque part, avait vocation à poser une question. Je vais enchaîner. Cela détermine donc un régime du premier design. C'est celui que j'appelle le premier design. Je pense que c'est intéressant de parler d'un régime de pensée pour sortir de la question de l'histoire du design ou de la philosophie du design comme séparée ou même de l'acte de production et de design, de conception lui-même. Il faut penser dans ces termes-là. C'est la raison pour laquelle le design est très difficile à classer dans une case. C'est parce qu'il y a des prescripteurs. Dans le premier design, c'était la liste n'est pas complète. On pourrait la poursuivre. L'intérêt pour moi, c'est placer les 4 thèmes. Les prescripteurs, besoin, commerce, fonction. Les opérateurs, dans le premier design, essentiellement la machine et la question de la technique. Les indicateurs qui sont le bon usage, le good design, ou l'opulence et le confort, parce que quand même dans les arts... les arts décoratifs, voilà, c'est plutôt ça. Et puis des descripteurs qui étaient, et là aussi je trouve que c'est intéressant, la question de la promotion, de l'advertising. Et dans ce sens, et puis je vais continuer ma lecture, mais je vous mets une image de celui qui représente, et là aussi je le dis, pour moi c'est ambigu parce que quelque part je trouve ça voilà, très intéressant. C'est le meilleur exemple. Je pense que c'est presque indépassable dans le sens où, dans ce premier design, la conception, comment on fait le packaging et on le pense en même temps et on l'envoie, comment on fait la promotion et en même temps, comment on met en œuvre, il faut le dire, une forme de taylorisation du travail qui sépare et qui va aboutir à des formes d'aliénation qui vont ressortir très fortement avec les excès de l'industrialisation. Dans ce dialogue se pose donc la question du statut de l'objet, des limites de la technique, des conditions d'une nouvelle esthétique qui serait plutôt en relation avec l'éthique et qui serait dans le sens d'une écologie humaine qui guide le projet. Je fais une petite citation. Pour expliquer la nature de l'homme dans sa totalité, nous devons inclure dans son histoire un élément temporel qui, depuis Aristote, n'a pas sa place dans les calculs scientifiques, la sphère du potentiel et du possible. C'est Louis Mumford, très très grand historien de l'architecture, de l'urbanisme et du design et de la technique, qui le dit en 1954. Et c'est donc effectivement un changement auquel il nous invite par tous ses livres. Le terme nature, qui était une construction artificielle, elle est théorique quelque part, la nature qui était donc un répertoire de formes où le designer emprunte, pille même, dans une attitude extractiviste, devient la pierre d'achoppement d'une modernité qui choisira d'en faire tabula rasa. La résurgence donc du milieu comme alternative, comme autre forme de penser la nature, détermine un autre registre du design vers lequel je veux vous amener, sans oublier que le lien entre l'outil, l'environnement, milieu et l'action s'opère dans une chaîne qui est donc la chaîne opératoire à laquelle Leroi-Gourhan fait référence, qui nous donne à réfléchir comment on peut repenser bien ces connexions et non pas les séparations ou les oppositions. Donc, partie 2, une généalogie.
Je vais essayer d'accélérer. Mais quel est le tournant et quels sont les termes? Si j'ai cité d'emblée la lecture du milieu comme une spécificité française, avec ce triple apport géographie, philosophie, psychanalyse, je ne l'ai pas dit avec Guattari, et culturel, je reviens ici sur une autre généalogie qui est maintenant de plus en plus citée depuis 20 ans, mais dont il faut peut-être aller chercher les origines. Elle s'établit entre les années 50-70. Nous allons rapidement, très rapidement la parcourir, car à la différence du milieu français, elle a d'une part une relation avec la biologie. On va donc rentrer dans le vif de la vie, pas simplement l'idée, mais comment ça se construit. Et puis, paradoxalement, tout en étant plus biologique, elle est liée au projet, au design, à l'architecture, et on le verra au numérique, par un homme qui fait le pont et qui s'appelle Gregory Bateson, sans trop de surprise, mais quand même, il faut que je le place. Juste une petite chose, parce que tout à l'heure, je ne veux pas le développer d'une manière très longue, c'est dans ces mêmes années où il y a cette émergence de l'intérêt pour la biologie, qu'il y a aussi un vrai intérêt en architecture et dans le domaine de l'art pour ces connexions fructueuses entre le vivant, les langages de l'art et leur retranscription par le numérique. Si j'ai le temps, je développe après. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il y a, à la même époque, des passerelles qui se construisent avec le Black Mountain et l'expérience E80 de Bell, mais aussi avec le New Bauhaus à Chicago. Et effectivement, donc, il émerge une théorie pour accompagner la conception entendue comme ensemble d'opérations dont la reconstitution mécanique aboutit à une réalisation. C'est donc par les patterns que cette translation s'opère, les patterns auxquels Bateson a accordé une place prioritaire. À partir, en effet, des premières analyses qui s'en inspirent, notamment celle de Christopher Alexander, émerge un courant de pensée, la conception par les concepteurs, nous sommes vraiment là-dedans aujourd'hui, qui tente d'affirmer que le projet consiste à décrypter un code et que c'est sur le sérieux de ce code qui repose la force du design. Le choix du mot conception n'est pas anodin. Et depuis, conception qui est plus proche de design, c'est pour ça qu'en français je fais la différence, n'est pas anodin, et depuis il marque une rupture où, dans une voie, le projet est une culture avec son histoire, dont les formes matérielles sont l'expression, et de l'autre, la conception est un langage de mise en forme qui se prévaut d'un caractère cognitif et dont la valeur est dans les processus de construction. Et du coup, il n'y a pas de séparation. Je vais aller très vite. Oui, je vais vite. Donc, on découvre donc la force des patterns de Bateson. C'est une pensée qui se met en place par un article que je vous invite à aller voir, Style, grâce et information, dans lequel il insiste sur cette force d'être plutôt un code, et il le dit, ce code nous permet de le reconnaître non pas par une seule culture dominante, mais par une forme d'inconscient partagé qui nous porte vers la relation. Ainsi, cette notion de mise en relation permet de construire autrement toute la chaîne culturelle. Ce qui va être repris chez les biologistes, parce que donc cette idée des patterns est reprise par Lynn Margulis, forte biologiste, à travers la symbiogénèse, ça glisse dans les discours de l'écologie, du design écologique avec Ian McHarg,
qui est un vrai concepteur, on va dire. Et du coup, ça va donner lieu à tout un re-questionnement où il n'est plus seulement question de nature, mais d'écologie, en entendant par là aussi les formes politiques et d'ouverture du projet qui sont nécessaires. Alors, je vais tenir. Inscrit dans la tradition de l'anthropologie écologique et intéressée par l'architecture, je me dois rapidement de citer Tim Ingold, même si tout le monde le connaît. Parce qu'effectivement, comme il y a les étudiants, je vais juste dire, même s'il y a les livres qui sont connus, allez voir un article, Bâtir, habiter, vivre, qui se trouve dans Marcher avec les dragons, parce qu'il restitue cette question du projet. Il va voir l'histoire du projet intentionnel de toute notre tradition occidentale. Il connaît évidemment la théorie des patterns relationnels de Bateson. Donc, il s'appuie sur la notion de Umwelt, alors milieu. Les germanophones qui sont là vont prononcer bien le Umwelt, je vous laisse le dire. On va traduire milieu, qui est von Exküll, essentiellement, qui fait une différence, je l'ai dit en 2 mots. En effet, le milieu change selon la perception. Et les animaux sont capables non seulement on va dire, de le percevoir comme nous, mais alors que nous, on a besoin d'assigner des fonctions aux objets, les animaux ont une intelligence par rapport à la nôtre différente, car, je vais vite, voilà, elle est intuitive et elle permet quelque part de donner lieu à des processus de construction où l'intelligence formelle réside dans le processus et pas trop dans la forme. C'est un tournant fondamental qui permet quelque part de nous remettre un tout petit peu à notre place. Nous ne sommes qu'un animal parmi les animaux et peut-être pas le plus intelligent si on se considère sur une échelle très large et pas simplement celle de la rationalité. Et par ailleurs, il place aussi, lui, j'abandonne mes notes pour finir bien, pas trop tard. Et puis, donc, ce qu'il dit Ingold, et c'est nécessaire dans ce texte, c'est qu'en effet, à la place d'une intelligence soit intentionnelle comme on l'a eu, ou même constructive comme toute l'anthropologie l'a fait, il faut passer à quelque chose qui est une posture résidentielle. C'est dans ce sens de résidentiel qu'on peut se dire que si on réfléchit aux connexions, mais dans quelque chose qui est limité, qui donc effectivement est valable dans ce sens de milieu résidentiel, on arrive à pratiquer par un acte qui n'est pas un tissage, mais une textilisation, on arrive quelque part à avoir quelque chose qui colle. Et j'avance, donc effectivement, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, c'est vrai que le numérique, on peut le regarder avec critique, mais on peut aussi l'utiliser vraiment comme un outil qui re-questionne tout ça. Et on arrive, pour terminer, et je me laisserai le temps des questions, voilà, si besoin, on arrive donc à qu'est-ce que cela donne. En effet, et c'est très simple, c'est, et je passerai les images sans les commenter, c'est qu'en effet, ce régime de pensée complexe, il change. Dans les prescripteurs, il y a cette question du milieu. On peut l'appeler l'anthropocène, si vous voulez. Je pourrais vous dire pourquoi j'aime pas Anthropocène, mais voilà, dans les questions. Donc, pourquoi il faut être dans cette question de faire et fabriquer avec les milieux? Les opérateurs, sans régner la machine, mais il faut penser en termes d'agentivité, qui est cette caractéristique qui n'est pas simplement l'action, mais qui est dans une réciprocité de l'action. Il y a un terme magnifique d'Ingold, il dit que quand la main rencontre l'outil, nous sommes dans un moment de cooptation. C'est-à-dire, c'est autant la main qui
copte, mais l'outil qui copte la main. C'est-à-dire on est vraiment dans cet aller-retour. L'indicateur, ce n'est plus la vente, mais c'est une production des communs. Et je pense qu'on aura une formidable table ronde à la fin qui va revenir sur ce thème. Et que les descripteurs sont différents. C'est-à-dire on sort finalement de tout ce qui était un peu le classique, ça continue à exister, hein, et puis on peut bien le faire, on peut le faire d'une manière responsable, on peut le faire avec l'éco-design, mais il faut donner sa place à un tournant spatial, à des nouveaux récits, et aussi, comme ça je boucle avec ce que j'ai dit tout au début, avec la force de l'exposition qui devient aujourd'hui finalement le vecteur de donner à voir ces métamorphoses auxquelles on aspire. Il s'agit donc moins de formes figé que de ces processus. Je passe rapidement les images parce qu'il y a la question des genres qui vient avec, la question de l'agentivité du politique qui se fabrique dans le terme même fabriqué, qui réhabilite tout le monde, alors que la construction c'est celle effectivement un peu orthonormée et hiérarchisée. Encore une fois, la forme du militantisme avec Sheila Lévrand de Bretteville et de personnes comme Gabriela Maher sur le neutral design, pour dire le design non genré. Je passe comme ça, voilà. Je passe même sur ça, et c'est pas grave. Pour dire finalement, on revient, l'exposition de cette année au MoMA de New York, hein, sur les matériaux, donc assez paradoxal dans le lieu où la modernité est née, il faut le dire, avec une exposition absolument fondatrice en 1933. Et je finis. En synthèse, effectivement, le milieu, c'est cet agent de complexité et en effet, c'est la seule citation italienne que je m'accorde. Comme le disait Bruno Munari dans un très joli texte de 80 da Cosa nasce cosa, complicare è facile, semplificare è difficile, je vous laisse lire le reste. Et en effet, cet acte de simplifier, qui n'est pas la simplification, il explique très bien parce que c'est l'essentiel, c'est un signe d'intelligence, et puis voilà, c'est tout. Merci Antonella. Je suis désolée.